Lord. Something is holding me back. Not anymore. No flow hotter, born like globe shotter, my flow slaughter, I'm new fire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer. La dernière Coupe du Monde est à peine terminée que nous allons parler non pas de la prochaine mais de l'édition encore suivante, United 2026. Ces trois pays, le Canada, les États-Unis et le Mexique, qui ont gagné l'organisation de la compétition face au Maroc. Les raisons sont nombreuses, des installations aux revenus qui sont plus importants, mais c'est surtout son impact qui va nous intéresser sur ces trois pays. Aujourd'hui, pour en parler, nous avons avec nous un invité par pays, dans une édition en 3 volets, qui vont aller du nord au centre du continent américain, et nous allons commencer tout de suite avec le Canada. Le pays n'est allé qu'une fois en Coupe du Monde, une histoire d'ailleurs racontée par Anthony de Varenne pour le magazine Le Carnet Opposé numéro 3, et on va pouvoir vraisemblablement participer à l'édition 2026. Pour en parler, c'est d'ailleurs Anthony qui me rejoint. Bonjour Anthony, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. D'ailleurs, là, on parle de Coupe du Monde. Là, un gros bravo à Simon là, qui a tenu l'animation là, d'une vingtaine d'épisodes sur la Coupe du Monde sur Lucarne Opposé. Là. Bravo à lui. La Coupe du Monde était sur Lucarne Opposé aussi, avec Simon Balachet en effet à la baguette. On espère que vous avez écouté avec nous cette édition. Et on a aussi avec nous Adi Raphaël, le gérant du blog MLS en folie. Comment ça va, Adi? Oui, ça va, et toi, Antoine? Moi, très très bien. On enregistre 3-4 jours avant la finale de la Coupe du Monde. Donc, je suis très excité à l'idée de voir les Français, en tout cas, s'illustrer, si ce n'est gagner. Mais ça va très bien. Ça fait un bout de temps qu'on ne t'a pas eu dans le podcast. Et c'est le sujet parfait pour vous inviter, pour t'inviter toi et pour en parler avec Anthony, puisque vous êtes tous les deux du Canada et du Québec plus précisément. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Déjà, la nouvelle est arrivée un jour avant le début de la Coupe du Monde. Dis-moi, on va commencer avec Adi. Est-ce que la nouvelle a été relayée dans les médias canadiens? Oh oui, ça a été couvert dans tous les grands médias, pas spécialement les médias sportifs, mais dans tous les médias au Québec. Je sais qu'il y a plusieurs personnes, dont moi, qui étaient debout à 6 heures le matin pour voir l'annonce officielle en direct. On voyait, il y avait beaucoup de personnes sur Twitter, la communauté québécoise sur Twitter. Il y avait aussi beaucoup de Canadiens, j'en ai vu plusieurs sur Twitter aussi. Donc, il y avait un certain engouement pour cette annonce-là, et en tout cas à la fin c'était Twitter a même un peu buggé après l'annonce parce que je pense qu'il y avait un peu trop de trafic. Et Anthony, tu penses que c'était que Twitter ou aussi les médias traditionnels qui sont plus généraux? Non, même les chaînes télévisées, là, Adi l'a dit un peu plus tôt, là, même les chaînes normales, là, par exemple, là, pour les Québécois, là, TVA, Radio-Canada, disait la nouvelle là, et la partageait avec un enthousiasme parce que c'est vraiment une nouvelle historique pour le soccer canadien. Là. Et oui, car il y aura en effet que des matchs de poule, avec la possibilité d'un match d'ouverture, puisqu'il, selon les dernières rumeurs, il y aurait eu 3 matchs d'ouverture en même temps dans les 3 différents pays. Donc il y aurait probablement donc quelques matchs de groupe dans 3 villes différentes, Montréal, Toronto et Edmonton en théorie, même s'il y a des stades qui vont probablement partir de cette organisation, car il y en a beaucoup qui ont été annoncés. Une question, est-ce que par exemple Anthony, ça te pose problème de voir qu'il n'y a aucun match passé les phases de groupe qui se passerait au Canada? Ben, en fait, je crois que c'est plate à dire, mais c'est normal parce qu'on sent vraiment que le United de 2026 là, est vraiment là, tenu par les États-Unis et qu'il a voulu aider ses pays voisins avec le Canada et le Mexique parce qu'on le rappelle, là, les États-Unis aura 60 matchs sur 80. Donc, en ayant le 6/8e des matchs, là, c'est un peu normal qu'après la phase de groupe, il n'y avait pas de match ni au Canada ni au Mexique. Mais ça leur aurait été vraiment intéressant d'en avoir plus, au moins des 8e ou des quarts, là, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Oui, parce qu'il y aura 80 matchs, puisque la Coupe du Monde sera jouée à 48 cette fois. Et Adi, est-ce que dans les médias canadiens, par exemple, on pouvait parler justement de ce problème, de ce complexe d'infériorité un peu? Et est-ce que les médias critiquaient le fait qu'il n'y aurait qu'une seule petite partie des matchs joués au Canada?
Non, mais comme l'a dit Anthony, effectivement, c'est pour aider le Canada et le Mexique et les États-Unis qui étaient, eux, les initiateurs de ce projet en tant que tel. Ils ont amené leurs pays voisins pour créer une certaine unité et c'est sûr, créer des liens footballistiques forts entre les pays. C'est assez logique vu que c'était mené par l'association, la fédération de soccer des États-Unis. Donc, non, je trouve pas ça illogique. Par contre, oui, c'est sûr, il y a de la déception. On aurait aimé pouvoir voir des matchs au Canada, au Mexique, et ainsi de suite. Moi, personnellement, au Canada. Mais écoute, ce sera pour la prochaine fois, peut-être. Oui. Et si je peux rajouter quelque chose, là, moi, c'est plus du côté du Mexique que je suis surpris qu'ils aient accepté ce projet, puisque on le sait, le Mexique a déjà accueilli deux Coupes du Monde et qu'ils aient dit oui à seulement accueillir 10 matchs sur 80. Là, je suis assez surpris que l'orgueil mexicain ait laissé les États-Unis accueillir 6 fois plus de matchs. Ouais, je suis d'accord avec Anthony. C'est vrai que c'est assez bizarre, surtout que ça a été de gros succès, les Coupes du Monde au Mexique. Donc, ouais, je trouve ça bizarre, moi aussi. On en parlera avec notre invité mexicain, bien sûr, en troisième partie. Les 23 stades ont été mis dans la liste pour l'organisation des États-Unis, du Canada et du Mexique. Normalement, seulement 16 seront choisis. Et il devrait, selon les rumeurs, y avoir les 3 stades canadiens qui sont proposés. Montréal, Toronto et Edmonton. Edmonton est la ville dont certains ne sont pas sûrs qu'elle sera dans les 16 derniers. On attendra de voir un petit peu. C'est que dans 8 ans, donc ils ont un peu de temps pour décider. Est-ce que pour vous, on va commencer par Adi, par exemple, est-ce que c'est 3 villes qui sont vraiment des villes de soccer au Canada, des villes leaders, sachant que, je le dis juste pour les auditeurs qui se poseraient la question, Vancouver avait décidé de partir de l'organisation car elle était jugée trop chère. Donc, est-ce que pour toi, Adi, c'est 3 villes de soccer, Montréal, Toronto et Edmonton? Ben oui, surtout que c'est sûr que à date, il n'y a pas vraiment de ligue professionnelle au Canada, pas encore. Ça arrivera en 2019, mais je pense qu'on en parlera plus tard. Mais oui, c'est des villes de soccer. Ben, déjà qu'ils ont accueilli 2 événements majeurs dans les 10 dernières années, 11 dernières années. La Coupe du Monde de soccer féminine en 2015, où il y a eu à peu près 1 300 000 spectateurs sur 52 matchs, une moyenne de 26 500 spectateurs par match. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau pour eux. En plus, c'est sûr, quand l'équipe nationale canadienne jouait, il y avait une moyenne d'à peu près 48 000. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour ces villes-là. Au contraire, ils veulent être là, ils veulent être impliqués. Il y a beaucoup de jeunes qui jouent au soccer. En fait, c'est le sport, d'après mes recherches, c'est le sport le plus pratiqué au Canada pour les jeunes. Ça dépasse tous les autres sports. C'est sûr, il y a un côté que c'est moins cher que d'autres. Mais ça, c'est le premier événement que le Canada a accueilli. Il y a eu aussi, avant ça, et j'ai eu le plaisir d'y être, c'était en 2007, c'était la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Et puis là aussi, il y a eu 1 200 000 spectateurs, une moyenne de 23 000 spectateurs par match. Il y a eu des grands joueurs qui sont devenus grands après. On voit David Luiz, Marcelo, Willian, Pato, Maxi Morales, Di Maria, Agüero. Moi, je peux en nommer, il y en a des millions qui étaient là. J'ai eu le plaisir de pouvoir voir des matchs au Stade olympique. Puis c'était plein. Quand moi j'étais, il y avait 55 000 spectateurs au Stade olympique pour Brésil, Pologne et États-Unis, Corée du Sud. Donc oui, je pense qu'on est prêt. D'accord. Et Anthony, pour toi, si on regarde les 3 villes, donc je répète, Montréal, Toronto et Edmonton, est-ce qu'il y en a une qui est un peu moins soccer que les autres ou une au contraire qui sera peut-être leader et aura les matchs plus importants? Ouais, en fait, c'est sûr, il y en a une qui est peut-être un peu moins soccer probablement, qui est Edmonton. Mais je crois là, que si la Coupe du Monde s'amène du côté d'Edmonton, les matchs se joueront au stade du Commonwealth. Et ça ne sera pas la première fois qu'ils l'accueillent du soccer, puisque les Drillers d'Edmonton de 79 à 82 ont joué dans ce stade. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Sinon, là, oui, je crois que les plus gros matchs vont se jouer à Toronto, puisque Montréal n'a pas encore les infrastructures. Là. Je n'ai pas vu encore les plans. Je ne sais pas, Adi, si
ça allait passer, mais les plans pour le stade olympique, là, pour l'instant, il n'est pas apte à la Coupe du Monde, là. En fait, le gros problème pour les auditeurs qui sont pas au courant, c'est le toit du stade olympique. Comme on sait, il y a des petits problèmes avec le toit qui fait que le stade n'est pas praticable les 12 mois de l'année. Par contre, il y a eu certaines avancées avant même l'attribution de la Coupe du Monde. C'était en novembre 2017, en octobre 2017, où le Conseil des ministres du Québec a opté pour un toit souple. Et ils ont demandé à ce qu'il y ait, ils ont donné le OK pour qu'il y ait des dossiers d'affaires qui soient soumis pour le stade olympique. Maintenant, ces dossiers ne seront soumis qu'en 2020, avec une décision en 2021. Donc oui, ça avance, même avant l'attribution de la Coupe du Monde. Je pense que la Coupe du Monde va donner un petit coup dans la fourmilière pour que ça accélère la chose et peut-être pour une issue positive, j'espère. D'accord. Oui, et vous parliez du stade olympique de Montréal. À Toronto, ce serait le BMO Field du Toronto FC qui, normalement, aura des 10 000 places supérieures, qui passera de 35 à 45 000, puisque la limite de FA est de 40 000, il me semble. Et pour Edmonton, Anthony, tu le disais, c'est le Commonwealth Stadium, qui est le stade de la franchise de football américain canadienne d'Edmonton. On va reparler du stade olympique. D'ailleurs, il est vraiment souvent décrié par les Montréalais puisqu'il a coûté beaucoup, beaucoup d'argent. Même moi, pour l'avoir visité, il faut le dire, à l'intérieur, ça sent quand même la grande enceinte un peu vieille qui est assez loin des enceintes modernes de NFL qu'il pourrait y avoir aux États-Unis. Est-ce que, pour vous, elle sera quand même capable d'accueillir des matchs de Coupe du Monde? Et surtout, est-ce qu'il y aura une bonne ambiance dans ce stade olympique? Je peux commencer avec Anthony, si tu es déjà allé, il me semble, en plus. Oui, en fait, oui. Pour ce qui est de l'ambiance, là, c'est sûr qu'il y en aura. Là. Je me souviens, moi, j'étais présent à la finale de CONCACAF Champions League entre Montréal et l'América. L'ambiance était là. Et quand il y a des bons matchs, l'ambiance est toujours là. Cependant, là, il reste des questions sur l'aménagement. Par exemple, le gazon, là, est même pas de niveau MLS. Je me demande s'il est de niveau USL. Donc, c'est sûr qu'ils vont devoir investir dans du gazon naturel parce que je crois pas qu'il y ait déjà eu du synthétique dans une Coupe du Monde. Non, c'est obligatoire en théorie. Donc, ouais, tous les gazons de NFL et tout ça seront en vraie pelouse. Ouais. Ouais, donc c'est ça. Oui, Montréal, il faut pas avoir peur pour l'ambiance, là. C'est sûr qu'il va y en avoir. Et Adi, qu'est-ce que tu penses du stade olympique? Ben, écoute, effectivement, c'est vieux. Même quand je vais voir des matchs de l'Impact de Montréal en début de saison, il y a un match qui est fait au début de l'année là-bas. C'est sûr que tous les partisans, dont moi-même, on n'est pas très excités à ce match-là. Même si c'est le match d'ouverture, même s'il y a beaucoup de monde, d'habitude, ils reçoivent aux alentours de 30 000 personnes pour un match de saison régulière. Oui, l'enceinte est vieille. Oui, il y a beaucoup d'améliorations à faire, mais sauf que Michel Labrec, qui est le PDG du Parc olympique, en a parlé vers la mi-juin. Et il a dit comme quoi les exigences de la FIFA ne sont pas insurmontables. C'est exactement ces mots à lui. Ce sera possible d'améliorer ça. Les infrastructures, tout ce qui est pour ramener l'enceinte à quelque chose de plus logique. Non, pas seulement le toit qui fait partie quand même de 90% des dépenses qui vont être effectuées sur le stade olympique au cas où ça marche. Mais ils sont dans le plan de refaire toute la pelouse, d'ajouter un peu d'écran à droite et à gauche et rajouter ces petites technologies qui manquent à une enceinte très vieillissante en date d'aujourd'hui. D'accord. Et en parlant du Canada, tu l'as parlé tout à l'heure, il y aura la Canadian Premier League qui va commencer l'année prochaine, en 2019, avec plusieurs équipes qu'on a déjà vues. Il y a des rumeurs qui envoient les Ottawa Fury, qui sont en deuxième division américaine en USL, dans cette division. Il y a aussi le FC Edmonton qui devrait la rejoindre, une équipe qui a déjà joué en NASL les années précédentes. La Canadian Premier League, est-ce que pour vous, elle peut profiter déjà de la Coupe du Monde et puis surtout profiter de l'impact, comme tu disais, qu'a le soccer sur les jeunes? Et est-ce que la Canadian Premier League peut vraiment gagner un statut de division 1? Je dirais pas légal de la MLS, parce que c'est compliqué, mais un statut qui peut l'emmener à vraiment être compétitif. Anthony, qu'est-ce que tu penses, par exemple, de cette nouvelle division? Oui, en fait, c'est sûr, ça va être bénéfique pour elle là, à ce moment-là, en 2026. La Canadian Premier League aura 7 ans d'existence
Et donc, là, il y aura une forte publicité sur cette ligue, et encore plus pour MLS, là, quand on pense aux clubs canadiens de Toronto, Vancouver et Montréal. Mais pour revenir à la 15e Premier League, là, si on revient en arrière là, et on pense aux États-Unis avec la Coupe du Monde de 94, là, on voit que ça a été bénéfique, ça a vraiment marqué les esprits sur le sol américain. Lorsqu'on écoute, par exemple, Extra Time Radio, le podcast de la MLS, les animateurs en parlent avec de l'excitement. Là, ils étaient jeunes à ce moment-là. Donc, je crois que ça va pouvoir vraiment là, marquer une génération et vraiment là, pousser vraiment un pays au complet à vraiment s'intéresser encore plus au soccer. On voit que le sport est en développement, là, mais ça va pousser tout le monde à encore plus aimer le soccer. Et ça va passer par la 15e Premier League. Je crois que autour de 2026, là, les supporters vont affluer les stades de la Ligue. Et par après, là, je crois que, par exemple, des joueurs internationaux vont peut-être être plus portés à aller à la 15e Premier League après avoir fait leur tour dans une Coupe du Monde qui, on le rappelle, aura 48 équipes. Là, donc, une panoplie de joueurs voudront peut-être, pourquoi pas, rester au Canada par la suite. C'est vrai que, comme tu le disais, la MLS est née juste après la Coupe du Monde 94. Alors, pourquoi pas, pour la 15e Première Ligue, profiter de cette année d'expérience. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Oui, effectivement. En fait, ce qui est extrêmement intéressant avec la Première Ligue canadienne, c'est que déjà en premier, il y a déjà 6 équipes qui ont été annoncées officiellement, dont une il y a quelques minutes, Hamilton. Ouais. Edmonton a déjà fait le saut, effectivement. Et puis, juste pour anecdote, en fait, Fury a été pas officiellement, mais par erreur, a été annoncé par un des coachs d'une équipe rivale. Donc, ça a fait un peu... ils n'étaient pas supposés, vu qu'ils ont un contrat avec la USL. En tout cas, c'était drôle. On a le temps de voir encore, mais ça serait une grosse avancée, en tout cas, pour la Canadienne Première Ligue, de shipper comme ça une équipe du USL. Ben oui, c'est sûr. Déjà que c'est une équipe établie, à part Edmonton, qui a été établie, qui a arrêté, qui a pas joué cette année. Il y en aurait 2, ce qui fait que ça pourrait monter le niveau de cette ligue-là assez rapidement. En tout cas, ce serait vraiment intéressant. Pour ce qui est de la Première Ligue canadienne, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui se passait dans le temps, jusqu'à aujourd'hui, c'est que les joueurs ou bien les personnes, les jeunes qui veulent devenir joueurs de soccer professionnels, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans des académies, que ce soit dans des académies dans des clubs semi-professionnels ou bien dans des académies dans l'Impact, le Toronto, Vancouver et ainsi de suite qui font partie de la MLS. Par contre, si jamais à la fin de leur trajet, de leur progression au sein de l'académie, ils n'obtiennent pas un contrat professionnel avec leur club, déjà en semi-professionnel, on s'entend, on peut pas faire une vie par rapport à ça. Ils ont le choix. Soit on laisse tomber le soccer, soit on va quelque part d'autre. La plupart du temps, il y a beaucoup de jeunes qui ont eu les moyens et qui ont eu l'envie nécessaire pour aller à 16, 17 ans, aller en Europe, se faire aller dans des académies en Europe, 17, 18, 19 ans. On pense à Samuel Piette, on pense à plein de petits joueurs. Il y a maintenant, dernièrement, un jeune qui joue à Auxerre, Émile Legault. Il y en a un autre qui vient de signer à Lille. En tout cas, il y a plein de joueurs québécois. Je parle des Québécois parce que c'est ce que je connais le plus, mais même au Canada, qui vont plutôt directement en Europe. Maintenant, ils auront une option. Ils auront une option de rester chez eux et d'être dans une ligue de soccer canadienne pour continuer leur progression parce qu'on connaît des joueurs qui ont pris du temps avant d'exploser. Je pense à des énormes joueurs comme Didier Drogba ou bien des un peu moins énormes, mais quand même qui ont fait une grosse carrière. Je pense à Eric Carrière, en fait, qui ont éclos vraiment sur le tard. Donc, ces joueurs-là vont pouvoir le faire ici, au Canada. Et c'est ça qui serait extrêmement important, de pouvoir continuer sa progression parce que c'est pas tout le monde qui éclot à 20 ans ou à 21 ans. Il y en a beaucoup qui vont éclore à 25, 26 ans et qui vont devenir des joueurs très solides à cet âge-là. Donc, ce serait intéressant de pouvoir les voir poursuivre au lieu de complètement laisser tomber le soccer puis aller dans un univers professionnel et laisser tomber le soccer et aller dans une autre profession. Donc, ça, c'est quelque chose qui serait intéressant à voir avec la Première Ligue canadienne. En parlant des jeunes, il y a aussi Liam, je ne sais pas si tu connais Liam Miller, qui joue à Liverpool, un jeune Canadien qui pourrait aussi éclore à temps pour la Coupe du Monde. D'ailleurs, en parlant... oui.
Non, je dis effectivement, Liam Miller, c'est vraiment un gros espoir. Il y a même aussi un Godinho qui joue en Écosse au Hearts of Midlothian. C'est quand même aussi une ligue au-dessus de ce qu'on connaît en fait. Donc, c'est quand même intéressant de voir qu'il y en a de plus en plus qui commencent à éclore, mais j'aurais aimé qu'il soit là, qu'il soit proche. Ouais, bah, j'allais justement vous demander, est-ce que l'équipe nationale va être prête pour la compétition, que ce soit avec l'impact ou non de la Canadian Premier League? Est-ce qu'il y a certains joueurs que vous indiquerez? Anthony, je ne sais pas si tu as des noms ou juste des ambitions pour ton équipe canadienne. En fait, moi, là, j'ai un nom en tête et il va être dans son l'apogée de sa carrière. Là, c'est Alphonso Davies. Je crois que avec ses performances actuellement, là, il a, je crois, 17 ans maintenant. Là, il va avoir 25, 26 ans lors de la Coupe du Monde 2026. Là. Donc, oui, je crois que la sélection va être portée par ses performances. Là. Sinon, là, on a amplement de temps de trouver d'autres joueurs pour l'épauler. Je pense aussi à un Mark Anthony Kay qui va être dans son apogée. Kyle Larin aussi, qui va être autour de, je pense, 32 ou 33 ans. Donc, oui, ça va être vraiment intéressant, surtout avec aussi les joueurs qui sont formés de Vancouver, Montréal, Toronto et les joueurs qu'on vient de nommer là, en Europe. Je crois que la sélection canadienne va être supérieure à aujourd'hui. Et sur les 48 équipes, là, je ne crois pas que ça va être la pire. Et juste pour revenir sur les 3 noms que tu as cités, pour ceux qui ne connaîtraient pas Alphonso Davies, c'est vraiment le dynamiteur de Vancouver qui est l'homme le plus rapide peut-être de la ligue. Je ne sais pas si c'est la statistique officielle, mais c'est un garçon incroyablement rapide. Kay qui joue au Los Angeles FC et Larin qui est parti du Orlando l'année dernière pour la Turquie. Adi, est-ce que tu as d'autres noms aussi, même si tu en as donné quand même pas mal de jeunes tout à l'heure? Oui, moi, écoute, je suis québécois, donc je pense beaucoup à Samuel Piette, qui a 31 ans, qui aura 31 ans en 2026, qui pourrait être vraiment le lion au milieu de terrain, le bulldog, comme on l'appelle ici à Montréal, qui serait vraiment à 31 ans en milieu défensif. C'est vraiment l'apogée de sa carrière. C'est l'âge idéal pour cette position-là. Ça pourrait être quelqu'un de très intéressant. Après, il y a plein de petits jeunes. On a parlé de Miller. On peut parler aussi de Fraser à Toronto. On peut parler il y a un jeune Cornelius qui joue en Serbie. Pantemis qui, avec l'académie, qui a déjà eu, je pense, une sélection avec l'équipe nationale canadienne, qui aura 29 ans dans ce temps-là. Donc oui, il y a quand même déjà des joueurs qui ont commencé à se faire voir, en fait. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Ce qui est encore plus intéressant, et je n'ai pas beaucoup de noms, mais on n'oublie pas que l'équipe nationale canadienne des moins de 21 ans est partie disputer le tournoi de Toulon, qui est reconnu à travers le monde comme le meilleur tournoi espoir à peu près dans le monde. Et puis ce tournoi-là, ils ont fini 6e sur 12, ce qui est quand même pas mal pour une première participation pour un pays qui n'a pas de culture soccer, comme on dit, en tout cas qui n'a pas la même culture soccer qu'en Europe. On commence à en avoir quand même une de plus en plus. Donc ces petits jeunes-là, John Edge, ils étaient entraînés par l'entraîneur de l'équipe nationale senior qui est John Herdman. Donc John Herdman, il commence déjà à y penser. Il commence déjà à penser au futur, peut-être pas à 2026, mais à 2022. Il y a un système qui commence à se faire, qui commence à prendre grâce à John Herdman, qui a bâti à lui seul l'équipe nationale féminine. Donc, en tout cas, c'est très excitant. Oui, et je pense que le Canada, là, pour la Coupe du Monde 2022, là, peut-être pas y assister parce que c'est vraiment une étape de trop, mais je crois que l'objectif sera d'être dans le dernier tour qualificatif et pourquoi pas tenter l'exploit, là, mais vraiment, là, je crois que le Canada, désormais, là, c'est au-dessus de la Trinité et Tobago, là. Pour revenir vite fait sur le tournoi de Toulon, d'ailleurs, si ça intéresse nos auditeurs, il y a un article qui a été écrit dessus par Sébastien, le spécialiste chinois, qui a eu la chance d'assister à pratiquement tous les matchs du tournoi de Toulon. Et c'est vrai que l'entraîneur qui chapeaute les jeunes et aussi l'équipe première, ça pourrait être une très bonne technique. On sait que ça a marché dans d'autres pays de vraiment construire toute une génération de ce côté-là. Et c'est peut-être ce qui manque aux États-Unis. On verra ça avec l'expert états-unien plus tard. Finalement, la dernière question, est-ce que
En fait, si on y repense d'un autre côté, le Canada n'est pas le plus gagnant avec l'organisation de cette Coupe du Monde, vu que c'est un pays qui aurait eu beaucoup de mal à l'organiser tout seul et même à se qualifier peut-être. Donc, est-ce qu'au final, il n'a pas gagné un gros pactole en touchant cette organisation avec les États-Unis et les Mexicains? T'en penses quoi, Adi? Oui, effectivement. S'il y a un gagnant à sortir de ces trois-là, effectivement, c'est le Canada. C'est une chance énorme pour le Canada, c'est une chance énorme pour la fédération et c'est une fenêtre d'ouverture énorme pour la ligue de soccer, la première ligue canadienne aussi, qui fait que oui, il faut en profiter. Il faut en profiter et je pense qu'on va commencer à avoir, comme Anthony l'a dit, je pense qu'on va commencer à avoir beaucoup d'effets positifs déjà dès les qualifications pour 2022. C'est que du bonus, c'est que du bonheur. En tout cas, moi, je suis vraiment super content et super excité à ça. Anthony, est-ce que tu as aussi les mêmes ambitions, les mêmes envies? Non, moi, je crois qu'on est perdant avec seulement 10 rencontres. Non, non. Plus sérieusement, non, c'est vraiment historique. On est vraiment les plus gagnants. On ne pourrait pas demander mieux, je crois, pour une première accueil de Coupe du Monde. Là, ça va être un retour à la Coupe du Monde après 40 ans. Je crois que déjà, y participer, là, on est déjà gagnant. Parce que comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, pour 2022, ça va être dur, là, mais ouais, 40 ans plus tard, on va être de retour. Eh bien, c'est génial, ce sera le mot de la fin, le Canada sera de retour. On remercie déjà Adi Raphaël, merci beaucoup. Je encourage tous nos auditeurs à aller voir son blog sur la MLS en folie, qui est très très détaillé. Donc merci beaucoup Adi, ça fait toujours plaisir de t'avoir dans l'émission. Merci de m'avoir invité, ça fait plaisir d'être là à chaque fois. Voilà. Et Anthony, on se retrouve pour les invités mexicains et états-uniens. Et bien sûr, tes résumés MLS sont toujours disponibles sur le Carnet Opposé. Donc à tout de suite Anthony. À tout de suite et merci Adi. Merci à toi. Merci. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best died. I got the gas, she call me Jethro. I hit her up like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. I got a bitch that look like Left Eye. Après être allé au nord avec Adi Raphaël, désormais allons un peu plus au sud et on va parler du pays qui accueillera le plus de matchs de cette Coupe du Monde en 2026, les États-Unis, et celui-ci que nous allons présenter avec Antoine et moi-même avant de terminer avec le Mexique, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Donc, cette Coupe du Monde a clairement une saveur américaine là, avec 60 des 80 matchs joués sur le sol américain. Vous devez vous poser la question, comment la nouvelle a été prise? Eh bien, là, Antoine, on peut constater que la nouvelle a quand même été prise positivement. Hein? Oui, ça a été pas mal relayé en plus dans plusieurs médias et on s'y attendait pas mal, même s'il y avait quand même quelques doutes avant le début, puisqu'il y avait eu des problèmes avec Trump qui poussait un peu et puis on se demandait si le foot aux États-Unis avait-il vraiment sa place, mais au final, c'est vraiment bien passé. Il y a eu un beau lobbying de l'instance américaine. Et ça paraît plutôt bien. En plus, c'était un dossier unique, comme on le disait, avec le Canada et les États-Unis. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça a été plutôt bien réalisé. Et au final, c'est passé très facilement. Oui, et c'est surtout que, par exemple, là, chez les amateurs du ballon rond, on peut vraiment constater là, que ceux qui avaient pu vivre la Coupe du Monde de 1994, eh bien, là, se remémoraient des bons moments et savaient quel impact une Coupe du Monde pouvait avoir sur leur pays. Et je crois que c'est vraiment cet élément qui a tourné en faveur du positivisme vraiment là, qui tourne. Je crois qu'ils savent que ça peut vraiment impacter le pays, mais surtout la sélection dans les années futures. Et rapidement, là, pourquoi le dossier était bon? En fait, je crois que ce n'est pas encore ça pour 2022, là, mais pour 2026, c'est assuré. Il y aura 48 équipes à cette Coupe du Monde. Et je crois là qu'avec beaucoup de gros stades aux États-Unis avec le football américain, je crois que c'était le pays idéal pour accueillir le maximum de matchs.
Oui, surtout que, comme on l'a dit, 94, c'était un très bon souvenir, surtout que c'est toujours la Coupe du Monde qui tient le record de nombre de personnes qui sont allées voir les matchs, alors que pour le moment, enfin, dans 94, il y a moins de matchs joués qu'aujourd'hui quand même, et c'est aussi la meilleure audience par match, c'était presque 70 000 à chaque match en moyenne, donc ça va être la même chose, je pense, voire plus en 2026. On a, comme tu as dit, la plupart des stades qui sont des stades de NFL, donc des stades qui dépassent allègrement les 60 000 places, qui ont même beaucoup plus loin parfois. Tu as 3 stades où jouent des équipes de MLS, Seattle, Atlanta et New England. Donc 3 stades qui aura l'habitude de voir du soccer. Les autres, il me semble d'ailleurs qu'ils sont obligés de mettre des pelouses réelles et non pas synthétiques, comme il y a en NFL pour l'événement. Donc ça va être intéressant aussi de voir comment ils gèrent cela. Mais ouais, il y avait beaucoup de stades, et en plus de stades, plus d'audience veut dire plus d'argent. Le dossier américain a quand même promis 11 milliards de retours à la FIFA, alors que le Maroc en avait à peu près 4 ou 5. Donc voilà, très bon stade, très belle installation. Peu de choses à construire aussi, vu qu'ils la plupart sont déjà là. Le dernier, par exemple, Atlanta, s'est construit l'année dernière. Donc de très belles infrastructures. Et c'est pas étonnant que je crois que c'est presque 70% des membres du comité qui ont voté pour la candidature nord-américaine. Oui, et pour revenir au stade, là, on le sait, les sports américains sont beaucoup tournés sur l'expérience client. Donc, les stades n'ont pas beaucoup besoin d'investissement car ils se tiennent souvent à la fine pointe de la technologie pour ce qui est des stades de football américain dans la NFL. Mais vraiment, là, ça peut vraiment accueillir des grosses foules. Je pense à Dallas avec 80 000 personnes. Ensuite, là, rapidement, il y a le MetLife Stadium qui peut accueillir 87 000 personnes. Plusieurs stades qui peuvent en accueillir 75, mais le plus gros, c'est le Rose Bowl à Los Angeles, où est-ce que il y a souvent des événements, là, 92 000 personnes. Donc, ça risque d'être assez énorme comme foule. Je crois qu'ils veulent que le stade qui va ouvrir la compétition là, en même temps que le Mexique et le Canada sera le Rose Bowl, parce que c'est vraiment un stade emblématique, là. Oui, le plus petit est seulement de 60 000. C'est Orlando. Donc, c'est vraiment pas mal comme dossier. Et par contre, on ne l'a pas dit, mais oui, pour le moment, il y a 17 stades qui ont été sélectionnés dans la candidature. Mais les États-Unis réduiront ces 17 stades à seulement 10. Donc, je ne veux pas faire trop de paris, mais je pense qu'ils en vont quand même quelques-uns en nord-est de l'Amérique pour pas avoir trop de matchs au même endroit. Parce que Ouais. ça serait quand même dommage que, par exemple, si dans les Seattle, il n'y ait plus rien dans le nord-ouest, ou s'ils enlèvent San Francisco ou Los Angeles, enfin, ils n'enlèveront pas San Francisco, mais s'ils enlèvent un truc en plein milieu du territoire, ça ferait quand même un gros trou. Et je pense qu'ils veulent que les voyageurs aient une expérience américaine qui soit un peu dans tout le territoire. Exact. Par exemple, un petit peu plus au sud-est, là, je crois que ça va être un seul stade qui va être choisi entre Orlando, Atlanta et Nashville. Sur la côte est également, là, je crois que oui, il y avait New York, Philadelphie qui était choisi. Également là, Boston, ouais. Donc, pour moi, là, il va y avoir des stades qui vont être rejetés dans ces endroits-là parce que c'est quand même des lieux qui sont à proximité. Ouais, et puis bon, après c'est mieux pour les équipes parce qu'elles voyagent moins, mais c'est vrai que pour l'État américain, c'est pas terrible d'avoir juste une Coupe du Monde sur un côté, surtout quand on sait que le sport est quand même beaucoup développé du côté ouest. On pense voilà, tout la Cascadia ou la Californie. Donc, ce serait dommage de ne pas avoir ces zones-là. Oui, surtout, c'est pas la Coupe du Monde à choisir si nous n'aimons pas le voyage, parce qu'elle se joue sur un continent en entier. C'est vrai que de Edmonton à Mexico City, il y a quand même pas mal de voyages. Exact. Et pour la Ligue en elle-même, là, la MLS, je crois que les impacts vont être assez phénoménales, là. Ça va être une ligue qui va être arrivée à maturité avec plus de 30 ans d'expérience, oui. Donc, je crois que ça va vraiment ouvrir le marché international qui commence à se développer. On a senti qu'en 94, je n'étais pas encore né, mais ça a vraiment créé un engouement national. Et ça avait fait des bonnes foules à l'ouverture de la MLS, mais là, on sent qu'en 2026, ça va être les marchés internationaux qui vont être visés. Je ne sais pas si tu es du même avis que moi. Ouais, bah déjà, oui, pour ceux qui ne savent pas, la MLS a été créée en 96, c'est-à-dire juste après 94 et la Coupe du Monde. C'était un peu un deal avec la FIFA. Et oui, elle a été survécue au début parce qu'il y a eu cet engouement
post-Coupe du Monde 94. Je suis d'accord avec toi et je pense qu'en fait, c'est plus un objectif pour la MLS d'être prêt en 2026. C'est-à-dire qu'en 94, ils n'étaient pas nés, mais en 2026, il faut qu'ils soient, disons, stables. Il faut qu'il n'y ait pas de problème avec les franchises. Il faut que d'ici 2026, ce soit une ligue compétitive et sérieuse qui n'ait pas de problème comme avec Columbus en ce moment ou ce genre de choses. Il faut que ce soit une ligue qui paraisse sérieuse aux yeux de tous. Comme ça, elle pourra en effet conquérir les marchés internationaux et avoir plus de joueurs qui viennent. Ensuite, mais comme disait Don Garber, le commissionnaire de la Ligue, il parlait, on lui demandait ce qu'il pensait du fait que les États-Unis avaient reçu la Coupe du Monde. Il a dit, j'y pensais même pas. Alors, il pensait plutôt à ce qui allait se passer si jamais ils ne recevaient pas la Coupe. Parce que là, ça aurait été quand même tragique pour les US. Mais je pense que le fait d'avoir la Coupe du Monde en 2026 va vraiment déjà progresser avec l'équipe nationale, mais aussi la Ligue nationale. On le voit, c'est vraiment beaucoup changé en 20 ans. La Ligue a vraiment énormément progressé. Donc, dans 8 ans, elle pourrait être encore meilleure et avoir vraiment profité de cet événement pour attirer une nouvelle foule qui ne sont pas habitués au soccer. Mais, pardon, je rajoute juste un truc. Ce qui est génial, surtout, c'est qu'en 94, quand la Ligue a commencé, il y avait peu de gens qui s'intéressaient quand même au soccer. Mais là, ça fait presque 20 ans que le soccer est l'un des sports les plus pratiqués par les jeunes, beaucoup plus que d'autres sports. Donc, on a toute une génération qui est née, qui depuis 20 ans joue au soccer, pas forcément en club, parce qu'il n'y a pas beaucoup de licenciés, mais qui joue au soccer un peu partout dans le pays. Et d'ici 8 ans, toutes ces générations sont quand même déjà bien adultes, amèneront les enfants au stade, seront plus passionnés. Donc, on va avoir un vrai engouement pour cette Coupe du Monde, je pense, surtout si les États-Unis font un bon parcours. Oui, je suis d'accord avec toi. On en avait parlé un petit peu plus tôt avec le Canada, que vraiment, ça allait pouvoir vraiment bien débuter la Ligue qui serait encore toute jeune, environ 7 ans. Mais là, on sent qu'avec la MLS, ça va être plus, elle va être arrivée à maturité et les équipes vont vouloir, pourquoi pas, s'exprimer à l'international grâce à cette Coupe du Monde. Et pour parler de la sélection américaine qui va être finalement qualifiée en 2026, contrairement là, à cette année en Russie, eh bien, il va y avoir des joueurs très performants, j'ai l'impression, si la tendance se maintient, là, s'ils gardent le même niveau qu'en ce moment. On pense là, au principal là, que Pulisic là, qui risque d'être qui va être dans sa forme de l'heure, là, lui qui aura à peine 27 ans. Ouais, et on sait pas s'il restera à Dortmund, puisqu'il est un peu pisté par tout le monde apparemment récemment. Mais c'est sûr qu'il sera un des leaders de cette équipe. Il y en a d'autres, si Zach Steffen se réussit bien en Europe, par exemple, il pourrait être très bon aussi. Matt Miazga, pareil. Tyler Adams aussi. Il y a vraiment beaucoup de joueurs qui peuvent être très intéressants s'ils grandissent bien. C'est le problème aux États-Unis, souvent il y a des bons jeunes, mais quand on regarde l'équipe récente, que ce soit les Bobby Wood, Bobby Wood ça va, mais Juliette Green par exemple aussi a eu plus de mal. Ouais. Donc il faut vraiment qu'ils arrivent à concentrer ces jeunes. Il faut aussi, par exemple, qu'ils arrivent à s'intégrer en Europe dans d'autres championnats que juste la deuxième division anglaise où il y a pas mal d'Américains qui vont s'intégrer. Il faut vraiment qu'ils réussissent à se développer à l'international, à devenir une norme, c'est-à-dire qu'on pourrait acheter de l'américain quand on ne pourrait pas acheter d'autres nationalités. Et il faut aussi, c'est un bon moyen, cette Coupe du Monde, de recommencer un petit peu au niveau de la formation. On sait que c'est assez mal fait, la formation aux États-Unis, c'est du pay-to-play, ça coûte beaucoup d'argent aux ceux qui veulent commencer à jouer au soccer. Je disais, il y a une génération vraiment qui... c'est un des sports numéro 1 dans les jeunesses, mais c'est au niveau des jeunes qui jouent comme ça dans la rue, mais pas trop au niveau des licenciés. Il n'y a que 4 millions de licenciés, alors qu'il y a 330 millions d'habitants quand même aux États-Unis. Donc, à mon avis, si cette équipe-là a de bonnes figures, fait aussi un bon parcours en 2022, ça pourrait être très bien aussi pour développer le soccer chez les plus jeunes. Et ouais, donc il faut qu'elle réussisse sa Coupe du Monde en 2026. Il faudra qu'elle réussisse celle en 2022 aussi, qu'elle se qualifie déjà. Mais oui, il y a beaucoup de jeunes dans cette équipe qui sont très bons. Je ne sais pas si tu as des noms, par exemple, toi, qui t'intéressent. Ah oui, moi, il y a Weston McKennie qui va être énorme, j'en suis sûr. Cameron Carter-Vickers qui risque lui aussi d'être assez bon, là, lui qui appartient à Tottenham. Sinon, là, moi, un que j'ai beaucoup d'espoir en lui, qui passe peut-être un peu plus sous les radars, c'est Josh Sargent. Lui qui a fait une Coupe du Monde U20 là, magnifique. J'ai bien hâte de le voir là,
lui qui est parti du côté de Wolfsburg, si je me trompe pas. Ouais, mais oui, comme non, tu dis... Werder Bremen, pardonnez-moi. Mais oui, lui, là, j'ai très hâte de voir. Mais il aura à peine 26 ans. Ouais, mais ça, en fait, ce qui est cool, c'est que tu auras quand même pas mal de joueurs qui sont pas forcément trentenaires, mais qui seront, comme tu as dit, avec les Pulisic, mais tu auras, je sais pas moi, Will Trapp, qui était le dernier capitaine contre la France. On peut penser aussi à, comment il s'appelle? Attends, j'ai perdu le nom. Voilà, Yedlin, l'ancien de Seattle qui est à Newcastle maintenant. Donc, à mon avis, il y a quand même quelques cadres qui seront là pour calmer un petit peu l'équipe. Bobby Wood aussi. Et sans parler aussi, on en a oublié un, Timothy Way du PSG qui commence un peu aussi à marquer avec l'équipe parisienne. Donc voilà, une belle génération qui arrive. Et peut-être une chance mondiale 2026. Par contre, je pense que voilà, ils n'ont toujours pas de sélectionneur. Ils sont toujours avec le sélectionneur intérimaire Dave Saraken. Donc ça se trouve, ils n'ont toujours pas une vraie tête de gondole. Ils ont vraiment besoin de trouver un sélectionneur qui va les chapeauter. Je ne vais pas dire jusqu'à 2026, mais qui va vraiment créer une vraie génération qui va faire attention à ses joueurs. Il faut un mec qui reste longtemps, qui connaisse toutes les sélections de jeunes, ce qui est très compliqué dans un pays comme les États-Unis. Donc il faut vraiment quelqu'un qui puisse élever toute une génération. Et je pense que pour les prochains matchs qui arrivent pour les États-Unis, on verra encore comme contre la France, l'Irlande et la Bolivie récemment, on verra que des jeunes. La Coupe du Monde, la Gold Cup 2019, je suis même pas sûr qu'il la joue très sérieusement parce qu'il va y avoir vraiment un groupe qui vient de naître. Donc on va suivre ça de près, mais à mon avis, il y aura quand même beaucoup d'expérimentation dans les 1-2 prochaines années et il faut surtout un coach. Oui, j'ai vraiment l'impression que la génération pour laquelle on discute en ce moment, là, les Carter Vickers, Pulisic, etc., j'ai vraiment l'impression là, avec l'annonce de 2026, c'est vraiment l'idéal. Ces jeunes vont être vraiment dans l'apogée de leur talent. Donc, moi, là, si j'étais les États-Unis, là, même en 2022, même avec un groupe très jeune, je pense que je le tenterais avec quelques vétérans pour vraiment préparer au max la Coupe 2026 pour que malgré leur jeune âge, ils aient beaucoup d'expérience à l'international. Et il faut vraiment pas que les États-Unis se plantent. Il faudrait pas que cette première génération dorée américaine finisse comme la génération 87 en France, avec les Nasri, Atem Ben Arfa, etc., qu'on pensait qu'il allait être des phénomènes qui finalement sont des bons joueurs, mais pas d'excellents joueurs. Et ça serait dommage que tout le potentiel qu'on voit en ces joueurs soit finalement là, vraiment que des appréhensions et non pas que ça devienne une réalité. Après, ce qui est bien, c'est que comme on a quand même 8 ans devant nous, et ils ont déjà un peu enlevé tous les dinosaures de la compétition, ce qui est bien que 2018 a vraiment fait table rase, après avoir raté la qualification pour la Coupe du Monde 2018, il n'y a plus aucun vieux joueur, ce qui est peut-être problématique aussi, mais vraiment plus personne, donc c'est-à-dire que même cette génération maintenant ne réussit pas, il y aura quand même beaucoup de choix, c'est-à-dire que personne n'a de place maintenant, à part peut-être Pulisic, Yedlin ou Stephen, personne n'a vraiment de place assurée. Donc voilà, comme je disais, 2-3 ans d'expérimentation, et à mon avis, ceux, comme tu dis, qui auront plus de mal, seront vite en vue du groupe pour amener des meilleurs joueurs. Oui, et comme tu l'as dit un peu plus tôt, là, la Gold Cup 2019 va vraiment être synonyme de préparation pour eux, puisque j'ai l'impression qu'ils vont vraiment amener un effectif très jeune qui sera ses premiers matchs officiels. Et vraiment, là, ça va être très bien pour la qualification de 2022. Mais là, on s'écarte un peu pour revenir à 2026. Et vraiment, là, cette candidature de 2026 n'avait pas seulement des allures de sportif. On sent qu'il y avait un petit peu de politique derrière avec, on le sait, Donald Trump qui est qui est vraiment un sketch en lui-même. Je sais pas trop, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ses réactions à quelques reprises? Ouais, pour ceux qui ne savent pas, il avait tweeté juste avant l'élection que il allait... alors, les pays qui ne votaient pas pour le dossier américain allaient être sanctionnés par les États-Unis au niveau du commerce extérieur et tout. J'avoue que alors, t'as le gouvernement qui a tout de suite démenti, comme d'habitude, qui doit rattraper les gaffes Twitter de Trump. Mais je pense pas que ça ait joué grand-chose. Je pense que les États-Unis auraient quand même
réussi à avoir le dossier. Peut-être que l'expert Hello du Maroc ne sera pas forcément d'accord avec moi. Mais je pense que les États-Unis ont quand même un dossier solide et que ça n'a pas grand-chose à voir avec Donald Trump, surtout que le dossier a été fait avant. Ce qui explique aussi le fait qu'il y ait le Mexique et le Canada. Certains pourraient dire c'est une façon que Trump pense d'être sympa, d'entendre la main aux Mexicains et aux Canadiens. En fait, ça a été fait quand même avant Trump, donc rien à voir avec lui. Et je pense que il n'y a pas grand-chose qui est à voir avec Trump dans cette candidature. Je suis juste très impatient de voir en tout cas ce qui va se passer. Et voilà, la seule chose qui peut relier Trump au soccer d'ailleurs, pour ceux qui ne savaient pas, son fils Baron joue au DC United dans les catégories juniors, je crois, il y a 14-15 ans. Donc voilà, pour la petite anecdote. Mais oui, je pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'influence politique. Je sais pas ce que tu en penses, mais franchement, pour moi, c'était plus un dossier. Il y a probablement eu beaucoup de lobbying et beaucoup d'argent versé, mais ça n'a rien à voir avec Trump, je pense. Non, mais c'est quand même drôle à voir que les États-Unis, Trump ne sera plus président en 2026, là, mais c'est quand même drôle de voir que les trois se rallient quand Donald, de son prénom, avait dit aux Mexicains qu'il allait construire un mur pour ne pas accueillir de Mexicains. Quelques jours plus tôt, ils insultent le premier ministre canadien à cause des disputes en lien avec les échanges commerciaux et pour ajouter à cela qu'il traite plusieurs pays de pays de shithole, de trous du cul. Et finalement, il va peut-être les accueillir là, 8 ans plus tard. Il sera plus président, de toute façon, même s'il se fait réélire. Mais ouais, c'est marrant de voir qu'il était lié un petit peu à cette Coupe du Monde, parce que je vois absolument pas Trump s'intéresser au soccer. Excepté avec son fils. Ouais, voilà. Qui, on se doute, devrait être parmi la sélection, mais on ne sait jamais, hein, dans le soccer, les choses vont vite. Ouais, tout peut arriver très vite. Je ne sais pas si toi, tu avais d'autres choses à rajouter sur les États-Unis et la Coupe du Monde 2026? Non, je pense que pour le moment, tout est bon. Faites vraiment attention à cette équipe des États-Unis pour la World Cup 2019 qu'on suivra ensemble, ainsi que la Coupe du Monde 2022. Il y a vraiment des choses intéressantes qui se profilent. J'espère les voir, j'espère qu'il y aura de la stabilité. Et vraiment, je pense que c'est un bon moyen, la Coupe du Monde 2026, de mettre un bon coup de pied à la MLS, qui a beaucoup de problèmes quand même. Il faut qu'elle soit plus stable, et aussi à la formation américaine, pour qu'elle construise vraiment un engouement autour du pays. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça et hâte de voir comment les choses vont se faire. Oui, moi de même, là, je crois que c'est la meilleure chose qui peut arriver à la MLS, qui en 2026 là, ne devrait pas avoir d'autres expansions là, en tout cas pas aussi souvent qu'aujourd'hui. Là. Vraiment, elle va vraiment être à maturité et je crois que rien ne peut arriver de mieux pour la Ligue et même pour la sélection américaine qui, on sentait, là, avait vraiment vécu un échec incroyable quelques mois plus tôt et désormais, là, on sent que tous les Américains et même les résidents de l'Amérique du Nord là, sont bien contents de voir qu'il y a du positivisme et de l'optimisme dans les pensées. Donc, c'est tout pour les États-Unis. On se retrouve très bientôt avec le Mexique dans quelques secondes et notre ami Diego de l'Équipe opposée qui est venu nous parler du Mexique et de cette Coupe du Monde 2026. Merci. Parfait. I got a bitch that look like Left Eye. And she be posted on the west side. She always say that that's the best side. So hold up, girl, I thought the best die. I got the gas, she call me Jethro. I hit her but like shorty, let's roll. I hit my plug, he on the west coast. And shit, I heard they got the best smoke. On continue notre tour d'Amérique du Nord avec toujours Anthony de Varenne et avec Diego du site de Lucarne Opposée qui est le spécialiste mexicain de notre site. Bonjour Diego, comment ça va? Salut, ça va bien, et vous? Très très bien, on est heureux de t'accueillir. On va parler de ton pays qui donc, on le rappelle, reçoit 10 matchs de la Coupe du Monde sur les 80 et que des matchs de poule. On va commencer tout de suite avec surtout comment la nouvelle a été reçue au Mexique, que ce soit dans les médias sportifs ou les médias plus généraux.
Déjà, je dirais qu'elle a été reçue de manière un peu, pas anonyme, mais tu sais, comme on était en avant Coupe du Monde, les médias étaient bien plus concentrés sur la préparation du mondial, donc celui qui vient de se terminer, hein, que sur cette annonce. D'autant que finalement, il me semble qu'on était assez confiant pour la victoire de United 2026. Ensuite, elle n'a pas été, je pense, reçue de manière très très favorable. Déjà parce que je pense qu'il y a on va dire une tendance sur les dernières années où recevoir une grande compétition, que ce soit des JO ou une Coupe du Monde, n'est pas forcément positif pour l'économie ou pour tout ce qui est infrastructure qui parfois se perdent, etc. Et puis surtout, là, le fait que finalement, c'est assez marrant cette union, parce que ce qui se passe avec ce tournoi, c'est un peu ce qui se passe toujours dans les relations Mexique, États-Unis, Canada pour les Mexicains, c'est-à-dire que finalement, c'est des miettes pour les Mexicains. Et je pense que c'est finalement assez représentatif de ce qui se passe, en tout cas des relations entre ces trois pays. C'est marrant, hein, pile au moment de la renégociation de l'ALENA, que finalement le Mexique se retrouve avec peu de matchs. Mais il le savait et il s'y attendait. Hein. Ouais, juste pour ceux qui ne savent pas, l'ALENA, c'est l'accord de libre-échange entre les trois pays, il me semble, c'est ça? C'est ça, voilà. Oui, et donc c'était vraiment là, une déception. Et est-ce qu'il y avait une parcelle de colère? Des fois, on sait qu'il y a une certaine rivalité Mexique-États-Unis. Est-ce que dans les médias ou même avec le peuple mexicain, est-ce que tu sentais une certaine colère de juste recevoir du match? Non, je dirais pas que le mot, c'est pas colère, parce que de toute façon, les Mexicains s'attendaient à ça. C'est pas une énorme surprise, finalement. Non, plutôt une déception liée à une espèce de, comment dire, une routine, finalement, et on s'attendait à que ce soit comme ça, et c'est un peu comme, une nouvelle fois, c'est comme ça avec les États-Unis. C'est comme ça que c'est un peu perçu. Tu vois, Parfait. mais c'est pas de la colère, tu vois. La colère, non, il n'y a pas eu non plus de déversement de haine. Non. D'accord. Et pour le moment, là, les trois stades sélectionnés sont l'Azteca, le BBVA et l'Akron, qui sont à Mexico, Monterrey et Guadalajara. Sont-ils tous aptes présentement à recevoir des matchs de Coupe du Monde? Alors ouais, déjà, pour les noms, à part l'Azteca qui restera, je pense, à vie l'Azteca, il est très probable que les deux autres changent, vu que ce sont des noms de marques, hein, ce sont des comment on appelle ça? Des patrocinos. Naming, voilà. Et surtout pour l'Akron, parce que c'est l'Akron depuis quelques mois seulement. Donc il est très probable que ce stade s'appelle le Chivas, puisque c'est le stade du club de Guadalajara qui est les Chivas. C'est un club qui a même pas 10 ans. Le stade de Monterrey, c'est un stade qui doit avoir 5 ans, il me semble. Je les connais les trois. Et ils sont largement équipés pour accueillir des matchs de Coupe du Monde. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Si le Mexique sait faire quelque chose en termes de foot, c'est bien au niveau des infrastructures, au niveau des stades. Je pense que le stade de Guadalajara et celui de Monterrey, surtout celui de Monterrey, qui est assez incroyable, pourrait accueillir n'importe quelle demi-finale de Coupe du Monde. Il n'y a aucun problème. Et l'Azteca, on connaît très bien. Hein, c'est le premier stade à avoir accueilli 2 finales de Coupe du Monde. Donc là-dessus, il y a eu des rénovations récentes avec une augmentation des loges et une diminution du nombre de places globales. Hein. Il y a une certaine période, l'Azteca était à 120 000. Ils étaient descendus à 105 000. Et il me semble qu'en vue du mondial 2026, ce sera autour de 80 000, hein, avec une augmentation du coût des loges et donc forcément une diminution des places globales. D'accord, mais ça devrait être l'Azteca qui sera le match d'inauguration mexicain. Vu qu'on rappelle, il y aura 3 matchs d'inauguration dans les 3 pays en même temps. C'est ça. Et oui, ce sera l'Azteca, ce qui est normal parce que ça reste
le plus grand stade et puis aussi le plus mythique. D'accord. Et t'es surpris de voir peut-être certains stades de Liga MX ou d'autres clubs qui n'ont pas été choisis ou d'autres villes? Non, s'il fallait qu'il y ait 3 stades sélectionnés, c'était les 3 à sélectionner. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Mexico, bon, il y a un deuxième stade à Mexico de 70 000 places. C'est le stade de l'université qui avait servi aux 2 mondiaux précédents, 70 et 86, mais il a un côté un peu ancien qui ne colle pas trop avec la façon dont la FIFA ou en tout cas les instances souhaitent les stades aujourd'hui. Et les deuxième et troisième villes du Mexique, c'est Guadalajara et Monterrey. C'est tout à fait normal que ce soit leur stade sélectionné. Il n'y a aucune surprise là-dessus. D'accord. Et comment tu vois la Liga MX? Comment elle voit la nouvelle? Est-ce que la Coupe du Monde de 2026 peut avoir un réel impact maintenant et dans le futur? Bah, pour être honnête, je sais pas. J'ai pas vraiment vu de réaction de la part des clubs directement ou de la part de la Liga MX, hein. La fédération, oui, a réagi évidemment positivement, mais la Liga MX, j'ai pas forcément vu de réaction particulière. Franchement, c'est très compliqué de dire s'il y aura un impact sur le championnat. C'est un championnat qui a quand même pris un niveau assez intéressant sur les dernières années, peut-être au détriment de la sélection, hein. Souvent, ce qu'on dit, c'est que la Liga MX, c'est un peu la première ligue d'Amérique latine, hein, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers dans les clubs mexicains. Donc, pour le moment, de toute façon, la Liga MX se porte bien au niveau économique. Au niveau sportif, il me semble que c'est pas trop mal. Donc, oui, pour le moment, il n'y a pas trop de soucis à se faire. Ouais, c'est là où il y a une vraie différence avec les États-Unis et le Canada qui, eux, vont profiter de ce mondial pour vraiment développer leur championnat, que ce soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur, et pour le faire connaître, alors que la Liga MX n'en a absolument pas besoin. Et n'en a absolument pas envie, j'ai envie de Ouais. dire. Tu sais, souvent, on se pose la question si le Mexique, si on pourrait vendre des droits télé en Europe, etc. Ils n'en ont absolument rien à faire, les Mexicains. Le marché le plus important pour eux, c'est les États-Unis, et notamment le sud des États-Unis, avec la Californie, le Texas, parce qu'il y a à peu près, il me semble, si c'est comptabilisé, 80 millions ou 100 millions d'Américains qui ont des descendances mexicaines ou latino-américaines. Donc, c'est plus vers là que se tourne le marché mexicain. Ils en ont rien à faire de l'Europe. D'ailleurs, j'avais vu que l'équipe, même l'Eltri, avait fait plus de matchs amicaux ou qualifications, tout ça, plus dans les États-Unis qu'au Mexique même, pour avoir plus grand revenu grâce au stade de NFL et tout. Et puis aussi parce qu'il y a une population importante. Tu as raison sur ce point. Ça fait une dizaine d'années que c'est le cas et c'est très critiqué, hein. C'est très critiqué parce que, oui, la fédération génère beaucoup d'argent, ça c'est un fait. Mais finalement, à quoi sert cet argent s'il ne permet pas à la sélection de progresser? Voilà. D'accord. Et pour ce qui est de l'équipe nationale, là, un petit peu plus tôt dans le podcast, avec le Canada, on a pu nommer des noms de la prochaine génération, aux États-Unis aussi. Pour ce qui est du Mexique, là, a-t-elle une nouvelle génération à la hauteur? Et si oui, est-ce que tu as des noms pour nous? Bah, c'est compliqué forcément parce que c'est dans 8 ans. Hein. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est des gars qui aujourd'hui, maximum, ont 20 ans, 22 ans. Après, ce qui est assez intéressant, c'est de voir que le Mexique a disputé le tournoi de Toulon au mois de juin. Là. Ils sont allés en finale. C'était la meilleure équipe, clairement. Ils ont perdu en finale contre l'Angleterre parce que je pense que à un jeune âge, c'est toujours compliqué de s'opposer à une équipe très physique et difficile à manier. Hein. Mais si tu veux des noms, bah, Irving Lozano, qui était au mondial là, en Russie, il aura peut-être 30 ans. Allez, dans 8 ans, il me semble qu'il aura 30 ans. Donc ce sera forcément un pilier de la sélection, parce que je le vois vraiment faire une grande carrière. Puis ensuite, là, on peut citer l'espoir de l'Américain, Diego Lainez. Là, il a 17 ans, donc il sera probablement au meilleur de sa carrière au moment de ce mondial. Après, voilà, évidemment, on ne sait jamais de quoi une carrière peut être faite. Hein. Il suffit qu'il y ait un élément perturbateur dans ta carrière pour tout changer. Hein. Nous, on sait ce que c'est, hein, les Giovanni Dos Santos et Carlos Vela qui ont fait des carrières très très décevantes. Voilà, je veux pas être méchant, hein, mais qui partent
c'est considéré comme un échec de finir à 28 ans en MLS, alors que tu as été promis à une très très grande carrière. On peut aussi citer Edson Alvarez et Edson Alvarez, qui est un défenseur de l'América, qui a joué le mondial. Et puis deux gars des Rayados, donc de Monterrey, donc le club BBVA qui est sélectionné. Il y en a un qui s'appelle Jonathan Gonzalez, vous devez le connaître parce que pendant plusieurs mois, il y a eu débat, parce qu'en fait, il est né aux États-Unis, il me semble, mais de parents mexicains, et il a été question qu'il ne savait pas s'il allait jouer avec les États-Unis ou le Mexique. Finalement, il portera le maillot du Tri, et César Montes, un autre défenseur central qui formera probablement la charnière avec Edson Alvarez. Voilà. Ces joueurs dont je viens de citer le nom auront 28 ans, je pense, au moment du mondial, donc on pourra penser que ce sera eux les piliers de la sélection. Après, voilà, hein, il y a les aléas vous savez ce que c'est aussi, hein, les Josie Altidore et compagnie. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, l'équipe américaine ou canadienne, on en parlait un peu avant, vont vraiment commencer à émerger pendant peut-être la Coupe du Monde 2022 ou dans les éliminatoires de celle-ci, puis en 2026, être un petit peu à l'âge de maturité parfaite, puisque par exemple, aux États-Unis, on tourne vraiment une page sur les anciens. Mais par contre, le Mexique, elle, va garder un petit peu, peut-être le même noyau par rapport à la dernière Coupe du Monde des 2022, par exemple. La dynamique n'est pas du tout la même. Les États-Unis, ils sont face au plus grand échec sur leurs 30 ou 40 dernières années, si je ne me trompe pas. Enfin, je veux dire, ne pas participer à un mondial, c'est quand même quelque chose de presque catastrophique pour la sélection américaine. Surtout quand tu te fais sortir par le Honduras ou le Panama. Et donc, forcément, la dynamique n'est pas la même, parce que le Mexique sort d'un mondial où ils ont été décevants, mais pas catastrophiques. Donc, il n'y a pas la notion de reconstruction que tu peux avoir avec les États-Unis, et j'ai envie de dire la notion de construction tout court avec le Canada. Ouais. Donc une équipe qui sera sûrement pleine de surprises en 2026. Finalement, pour toi, est-ce que cette Coupe du Monde 2026, c'est plus un choix politique de s'unir avec les États-Unis pour une certaine unité, pour le montrer au monde, comme tu disais, pendant les négociations de l'ALENA ou pendant justement aussi la présidence de Donald Trump, même si le processus a été commencé avant? Oui, ce que j'allais te dire, le processus a commencé avant, donc je ne pense pas que cette candidature soit pour montrer une quelconque unité, d'autant que Donald Trump ou pas, on sait très bien que les relations, et petites phrases ou pas, hein, parce qu'il y a eu des petites phrases entre les États-Unis et le Mexique, etc. Mais quoi qu'il arrive, le Mexique et les États-Unis ont toujours été étroitement liés. C'est jamais des pays qui ont été en réel conflit dernièrement. Je veux dire, l'économie, elle se porte. Quand je dis l'économie, c'est les échanges continuent de fleurir entre les pays. Finalement, c'était plutôt des petites guerres de façade. Hein. Le Mexique a continué à être le suppôt des États-Unis, si je peux dire, en termes politiques et en termes économiques. Et ça va pas forcément changer, quoi. Donc non, je vois pas forcément ça comme la volonté de faire une union. Je pense que c'était le discours, parce que finalement le slogan, il me semble, ou en tout cas le côté unité, c'est un terme qui a été donné après l'élection de Trump pour réconcilier, etc. Mais ce triumvirat existait déjà avant, donc c'est plutôt de circonstance, je pense, le slogan, on va dire, de vouloir unifier ces pays-là. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais... Ouais, non, ça ressemble beaucoup, mais par exemple, le Mexique n'a jamais eu d'ambition d'organiser la Coupe du Monde tout seul. Si, ils l'ont eu. Il était question de tenter de le faire seul. Il y a beaucoup de nouveaux stades au Mexique. Sur les 10 dernières années, je pense qu'au moins la moitié des clubs ont soit rénové, soit construit un nouveau stade. Toluca, l'América, les 2 clubs de Monterrey, les 2 clubs de Guadalajara, Necaxa, Querétaro, Chiapas. Donc, en soi, il y avait eu une volonté à une certaine période. Ils se sont juste rendus compte qu'avec l'élargissement de la Coupe du Monde à 48, ça allait être impossible, je pense, de pouvoir faire une Coupe du Monde seule. Et c'est pour ça que je pense qu'ils se sont alliés avec ces pays-là. Parce qu'en plus, faire une Coupe du Monde seule, ça implique de construire beaucoup
pour une durée très courte, parce que finalement, la plupart des infrastructures ne servent plus forcément après. Notamment dans un pays aussi pauvre que le Mexique, où par exemple, si tu vas construire un nouvel hôtel ou un nouveau stade dans une zone, dans une ville de province où l'économie est pas hyper florissante et où les gens gagnent 50 pesos à la journée, ça ne servirait plus à rien après le tournoi. Voilà. Donc, merci énormément à Diego. C'est déjà la fin, là. On sent que nos auditeurs et nous-mêmes en avons appris beaucoup plus sur le Mexique. Eh bien, merci les gars. Donc on se retrouve sur des podcasts comme CACAF probablement. Ouais, probablement, oui. Même si on va encore perdre contre les Mexicains. Je vous cache pas que je souhaite qu'un jour, quand même, un club de MLS puisse remporter la Ligue des Champions de la CONCACAF. Ça voudrait dire qu'il y a de la vraie concurrence. Et ça, là, le championnat mexicain en a besoin. Parce que ça lui sert à rien de rester sur ses certitudes. Voilà. Donc là, on n'en était pas loin. Espérons que ça progresse. Exactement. On sent que la MLS là, arrive de plus en plus au niveau des Mexicains, même si on sent que dans les matchs importants, les Mexicains ont toujours la solution. Ouais. Donc, c'est déjà la fin de ce premier podcast Culture Soccer post-Coupe du Monde. Encore une fois, nous remercions notre invité spécial pour le Canada, Adi Raphaël, et encore une fois, notre collègue Diego, expert Mexique de Lucarne Opposé. On vous le rappelle, n'hésitez pas à nous suivre sur nos comptes Twitter respectifs et à aller écouter les autres podcasts Lucarne Opposé, que ce soit Efreka, ASC Corner et Bola Latina. Finalement, le mag numéro 3, qui vous plonge dans une vingtaine d'épopées palpitantes dans les Coupes du Monde, est toujours disponible, tout comme le numéro 2 et le numéro 1. Et le numéro 4 s'en vient très prochainement. Sur ce, bonne fin de journée ou soirée, dépendamment à l'heure que vous nous écoutez. Et surtout, n'hésitez pas à commenter nos épisodes et à donner vos questions, car nous sommes toujours prêts à répondre à vos questions. Donc, merci et bonne journée. Huge effects that will make the crowd ripple. The city fuck with you and Hove one hit you. We really bout that greatness. Just look at what we've been through.